À Marseille, justement, lors de ce colloque du 29 juin prochain, j'interviens justement pour montrer que la dimension sectaire n'est pas absente de ces controverses, de ces critiques et de ces mouvements. Parce que ces mouvements, au-delà de, j'allais dire, des questionnements, ils ont une explication du monde totalement complotiste. On le retrouve dans tous les mouvements sectaires. Le monde est mauvais, les laboratoires pharmaceutiques vous trompent. Ça, c'est un peu politique, entre guillemets. Mais derrière, il y a une autre idéologie qui se met en place, une idéologie sectaire. Il faut se remettre en retrait, etc. Il faut essayer de ne pas être... finalement, c'est une attaque contre la citoyenneté au profit de groupes d'illuminés. Et là, on retrouve effectivement le sectarisme. Il a toujours existé des hétérodoxes dans le domaine de la santé, de la médecine, certains d'ailleurs de bonne qualité, remettant en cause des dogmes, et d'autres plus pernicieux. Bon, quand j'étais jeune étudiant en médecine, il y avait des livres entiers d'un docteur qui expliquait que le sucre était certainement, le sucre industriel était certainement la pire des choses et qu'elle amenait à la mort. Bon, voilà. Ces hétérodoxes, ou ces originaux, on va les appeler, n'avaient pas une grande écoute. Ni une grande audience, parce que nous étions dans un monde où il fallait aller à une conférence, il fallait s'intéresser, rentrer dans une librairie pour trouver ses écrits. Aujourd'hui, avec Internet, et donc ça date de 15 ans, et la large diffusion sur les réseaux sociaux d'un certain nombre de ces thèses, même les plus absurdes, et l'écho qu'elles trouvent, et la démultiplication, c'est drôle parce qu'on parle de viral, la démultiplication virale d'un certain nombre d'interventions, d'écrits très simplificateurs, font que dans le domaine de la santé, le complotisme est devenu une plaie que nous combattons tous les jours. Il y a toujours eu des réticences, de deux ordres. Il y a des réticences, j'allais dire religieuses, qu'on retrouve d'ailleurs dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient et qu'on retrouvait beaucoup dans certains milieux très intégristes du point de vue religieux, quelle que soit d'ailleurs la confession, hein, et qui pensent que la maladie contagieuse, la maladie infectieuse, la maladie qui décimait, heureusement, les enfants, je pense à la polio, je pense à la diphtérie, je pense bien sûr à la variole, qui était un fléau épouvantable, était finalement le dessein, la volonté de Dieu. Et que l'homme n'a pas à se trouver des moyens scientifiques, médicaux, pour s'opposer à la volonté de Dieu. Alors ce qui est très curieux, c'est que ça a particulièrement bien marché dans le cas de la vaccination. Donc il y a une autre dimension. Parce que, bon, les gens quand même, dans tous les pays du monde, même les plus fatalistes, construisent des barrages pour éviter les inondations, essayent de se protéger par exemple d'un arbre qui tombe ou de la foudre. On n'est plus au stade d'Astérix. Hein. En revanche, sur la vaccination, il y a autre chose. Au-delà du refus de s'opposer à la volonté divine, il y a particulièrement le fait culturel qui est peut-être... Pasteur avait eu les mêmes quand il a vacciné contre la rage, bien qu'il était considéré comme un bienfaiteur de l'humanité, avait eu quand même des réticences. Parce que je crois qu'il y a quelque chose dans le raisonnement humain qui est complexe et qui n'admet pas que l'on puisse injecter un produit qui est une bactérie, un virus atténué, et que cela peut effectivement protéger. Si on vous injecte un microbe, on va dire ça rapidement, et que même atténué, qui est destiné à vous protéger, à augmenter votre immunité, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le concevoir. Et donc, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur cette question de l'acceptation de la vaccination. H1N1, la vaccination ratée, la campagne de vaccination ratée pose beaucoup de questions. Vous vous rappelez qu'en 2010, on a prévu, relayé par la presse, on avait prévu, les pouvoirs publics mettaient en garde sur le fait que des millions de personnes allaient être menacées dans notre pays, des centaines de millions à l'échelon de la planète, par cette pandémie grippale nouvelle. Je dois dire qu'à partir de ce moment-là, le raisonnement disparaît. Le raisonnement logique disparaît. Et surtout, il y a quelque chose d'un maillon essentiel qui a manqué à la politique du ministre de la Santé,
qu'elle a d'ailleurs reconnu, y compris dans la commission d'enquête parlementaire sur ce fiasco, c'est le fait qu'elle ne se soit pas appuyée sur le réseau de santé publique le plus classique et le plus normal en France. C'est le réseau des médecins généralistes, spécialistes, et le réseau des pharmaciens. Pour une pharmacienne, c'est quand même étrange. Et que les pouvoirs publics ont expliqué que ni les médecins généralistes, ni les médecins spécialistes, qui risquaient eux-mêmes de tomber malades ou d'être totalement dans l'incapacité de vacciner, ni les pharmacies qui ne pouvaient pas garder le vaccin, n'étaient les meilleurs distributeurs du vaccin. Donc on a eu des situations totalement ubuesques où des gens qui étaient en face d'un cabinet médical, une pharmacie, recevaient un bon pour aller se faire vacciner dans un gymnase à 25 km de chez eux. Donc je dois dire qu'à partir de ce moment-là, la foi du public dans, j'allais dire, le bon sens et des pouvoirs publics a été extrêmement écornée.